Ben voilà, au Collège Montmorency, on organise la semaine d'action pour le climat cette semaine, malgré là, la pandémie, malgré voilà, l'évolution là, de ce dossier-là. Mais donc, on est super content de quand même parler du climat malgré tout. Et puis, ben voilà, on a fait 3 rencontres cette semaine avec des acteurs importants de la lutte au changement climatique, dont Louis Couillard, qu'on a ce soir, principalement sur le projet de GNL Gazoduc. Donc, ben, il y aura une présentation, puis même, tout de même interactive. Tu nous expliqueras comment tu veux fonctionner, Louis, puis place pour des questions par la suite. Donc, voilà. J'ai hâte d'en Ouais, apprendre plus sur ce ouais, dossier. je pense que le meilleur moyen, là, si vous voulez, vous pouvez juste, pour éviter qu'il y ait des bruits ambiants, vous pouvez muter vos micros, puis Oui, euh, désolé. non, mais vous en faites pas, mais essayez juste, quelqu'un tester, écrivez dans le chat pour voir si je le vois avec... parce que l'idéal, ça va être de juste, OK, voilà, super, je le vois. Fait que, dans le fond, moi, je vais faire ma présentation. Puis là, habituellement, là, ce que je demande aux gens, c'est de garder leurs questions pour la fin quand c'est dans des auditoriums, etc. Mais là, je pense que c'est le contexte parfait là, pour échanger. Là. Fait que, dès que vous avez une question, écrivez n'importe quoi dans le chat, que ce soit une étoile ou un plus. Puis moi, je vais vous donner la parole, en fait, puis vous allez pouvoir poser votre question, puis on va pouvoir interagir. Mais Myriam, tu m'as fait une belle intro quand même. C'est vraiment sur le projet GNL que je vais vous parler aujourd'hui. La présentation, elle est divisée, c'est ça, en 8 petits points. D'abord, je présente le projet rapidement. Après, je vais vous parler du gaz et de la fracturation parce que c'est l'énergie qui serait transportée par ce projet. Je vais vous parler ensuite des investisseurs, de la sécurité, du transport maritime, des impacts sur la biodiversité, des différents groupes qui se mobilisent, puis, bon, finalement, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Parce qu'il y en a vraiment plein de choses qu'on peut faire pour se mobiliser par rapport à ce projet-là. Puis bon, à la fin, d'habitude, c'est question-conclusion, là, mais comme je vous ai dit, on va faire ça au fur et à mesure. Fait que pour la présentation du projet, ouais, c'est ça. Ça se peut que le PowerPoint soit comme obstrué par nos visages. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Vous pouvez cliquer en haut. Normalement, là, vous pouvez réduire. Vous pouvez show active speaker seulement. Vous pouvez complètement cacher aussi les visages si ça vous incommode. Là. Parce que normalement, vous devriez être capable de voir l'entièreté de la présentation sur votre écran. Alors, GNL Gazoduc, c'est comme ça qu'on le nomme. Puis GNL, Québec, Gazoduc, Énergie Saguenay, c'est peut-être plein de noms que vous avez déjà entendus. C'est compliqué, mais vous allez voir, ensemble, on va s'en sortir. Les grandes compagnies là, du monde pétrolier, du monde gazier là, ont trouvé différentes méthodes là, pour nous endormir, puis rendre ça compliqué pour les citoyens et les citoyennes. Puis ben, vous allez voir, là, il y en a plusieurs qui ont été utilisés là, pour ce projet. Mais donc, qu'est-ce que c'est GNL Gazoduc? Nous, on l'appelle le grand frère gazier d'Énergie-S. Énergie-S, là, je vois Myriam qui hoche la tête. Pour les autres, peut-être que ça vous dit moins quelque chose. Là, c'était plus en 2014, 2015, 2013 à 2015. C'est un projet, je peux vous le montrer tout de suite ici, normalement. Oups, non. Ah, non, il n'est pas sur ça. Excusez-moi, il est sur mon PowerPoint en anglais. Mais j'avais le tracé là, j'ai le tracé du projet Énergie-S. Dans le fond, le projet Énergie-S, c'est un pipeline qui partait de l'Alberta et qui passait très proche de Montréal, en fait. Et pour finalement aboutir là, à Cacouna dans un port pétrolier pour exporter du pétrole dans les marchés internationaux. Et puis, ce projet-là a été bloqué, entre autres, par la mobilisation citoyenne. Et aujourd'hui, pas mal les mêmes intérêts viennent nous proposer un nouveau projet, mais cette fois, c'est un projet de gaz. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le grand frère gazier. Donc, exactement, le projet GNL Gazoduc, c'est la construction d'un gazoduc. Un gazoduc, c'est le mot exact pour dire un pipeline qui transporte du gaz. Donc, c'est la construction d'un gazoduc qui relie le nord de l'Ontario jusqu'au Saguenay. La construction d'une usine de liquéfaction de gaz à Saguenay, donc très près de Chicoutimi, et un port méthanier, donc avec le transport maritime dans le Saguenay et le Saint-Laurent que ça engendrait. Donc ça, c'est vraiment
ce dont on parle quand on dit GNL gazoduc. Bon, le gazoduc, c'est un pipeline de 782 km de long qui, en fait, il est relié à une conduite qui existe déjà aujourd'hui, une conduite de TransCanada qui, dans le fond, permet de transporter du gaz qui est extrait en Alberta, un peu partout à travers le pays. Mais là, ça serait, on rajouterait cette conduite-là à la conduite gazoduc avec un Q, à un gazoduc avec un C déjà existant. Là, vous voyez, là, il y a déjà matière à confusion, mais vous allez voir, là, je vais vous l'expliquer tout au long de la présentation. Donc ça, on transporterait du gaz de fracturation, qu'on appelle aussi gaz naturel, de l'Alberta. Et en fait, le tracé de ce pipeline serait, comme j'ai dit, de l'Ontario jusqu'au Saguenay. Ici, on peut voir un peu plus le pipeline. C'est le tracé, là, vous devriez voir avec ma flèche. C'est ce tracé ici là, qui est quand même en bleu marin, je dirais. On le voit, là, il passe proche du lac Saint-Jean, puis il passe autour de beaucoup de municipalités pour se rendre finalement pas loin de Chicoutimi. Là. Donc, ça, c'est le tracé. La deuxième portion du projet, c'est l'usine de liquéfaction qu'on appelle Énergie Saguenay. Vous allez voir, ça va se clarifier par la suite. Là. Ça servirait à liquéfier en fait le gaz qui est acheminé par gazoduc. C'est un terrain en ce moment qui est administré par Port Saguenay. Puis ça nécessite quand même une grande déforestation du secteur là, pour agrandir le port. Là. En ce moment, c'est vraiment une forêt. Là. Mais le terrain appartient déjà à Port Saguenay. Et puis, pour vous donner une idée là, de quoi ça ressemble grosso modo à une raffinerie. Là. Ça a des torchères, des réservoirs de gaz, un peu comme on voit dans l'est de Montréal. Mais là, c'est vraiment une usine de liquéfaction, c'est-à-dire le gaz qui est transporté par gazoduc, qui est une matière, c'est du gaz, mais on le transforme en liquide. En le fond, on le refroidit. C'est comme les promoteurs du projet n'arrêtent pas de dire que c'est comme un énorme réfrigérateur. Ça permet de le transporter sur les marchés internationaux parce qu'on compresse ce gaz-là, devient, je ne sais plus exactement c'est quoi le chiffre, là, mais c'est comme 80 fois, il devient 80 fois la masse volumique à se réduire de 80 environ. Ça devient ça devient plus facile à transporter en grande quantité, en fait, par bateau. Puis, par bateau, justement, vous voyez ici, c'est l'usine. Puis les bateaux, on prendrait la rivière Saguenay, le fjord Saguenay, en fait, pour se rendre jusqu'au fleuve Saint-Laurent et ultimement dans les marchés internationaux. Donc, ça, c'est la troisième composante du projet. Puis là, comme je vous dis, c'est ça évolue au jour le jour. Là, on a appris tout récemment qu'en fait, il y a vraiment une troisième partie du projet qui est le transport maritime, c'est-à-dire que GNL Québec se doterait d'une flotte là, de bateaux spécialisés pour transporter le gaz. Et puis, c'est des méga navires qu'on appelle des méthaniers, en fait, qui servent à transporter ce gaz-là. C'est les plus gros bateaux du monde. Là. C'est immense. Ça traverserait le fjord et le Saint-Laurent et ça doublerait le trafic maritime dans l'unique parc marin du Québec. Et puis, en fait, si on cumule tout, il y a d'autres projets au Saguenay en ce moment. On a appris, encore une fois, hier, qu'en fait, ça triplerait le transport maritime. Et puis, une autre info qu'on a appris il y a quelques heures, c'est que ces bateaux, en fait, seraient à toute heure de la journée, il y aurait un de ces bateaux-là dans le fjord. Tout le temps, durant 25 ans. Parce qu'ils doivent circuler très lentement dans le fjord du Saguenay. Donc, c'est sûr que ça, c'est très inquiétant pour les résidentes et les résidents du Saguenay. Et puis, bon, voici à quoi ça ressemble, là, un méthanier. On voit, c'est immense. En fait, c'est 30 autobus scolaires. Là. Vous pouvez voir vraiment, je pense que ça permet de voir j'ai juste le mot anglais, le scale. Mais c'est impressionnant comme bateau. C'est plus gros que les pétroliers qu'on a en tête. C'est vraiment un immense bateau. Donc là, je vais vous parler un peu plus de le GNL, en fait, le gaz naturel liquéfié, c'est quoi? Avant d'aller vous expliquer un peu plus toutes les composantes de ce projet-là en profondeur, mais la première chose que je pense qu'il est nécessaire de comprendre là, pour ce projet-là, c'est ce qu'on appelle le nouveau boom gazier, le New Gas Boom. Pour mettre en contexte un peu, on l'a vu aussi avec la pandémie,
la pandémie récente, mais on l'a vu aussi dans les dernières années, il y a de plus en plus de gens du monde des finances qui disent, you know what, le pétrole, c'est super polluant, on tourne le dos à ça. De plus en plus quand même, c'est quelque chose qui est les mouvements, on va dire juste ici, on était 500 000 dans les rues de Montréal à demander de l'action climatique, partout à travers la planète. C'est vraiment un mouvement planétaire. En ce moment, on veut du changement, on veut du changement. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup, beaucoup de pression, énormément de pression sur les gouvernements, sur les entreprises, et de plus en plus de personnes des milieux d'affaires tournent le dos vraiment au pétrole. Et puis, par contre, ça ne veut pas dire que ces gens-là, qui ont énormément d'intérêts financiers dans tous les projets de pétrole, ça ne veut pas dire qu'ils vont juste laisser leur argent s'envoler en fumée. Et en ce moment, leur stratégie, c'est d'investir massivement dans le gaz naturel. Donc, c'est pour ça qu'on voit un phénomène de nouveau boom gazier. Ben, ça, c'est une traduction un peu boboche de New Gas Boom, là, qui est la terminologie la plus utilisée. Là, ici, c'est une slide avec beaucoup de textes, là, mais ils sont vraiment importants, chaque élément ici. Parce qu'en termes d'impact sur le réchauffement climatique, l'expansion de l'industrie de gaz naturel liquéfié, c'est plus préoccupant que l'expansion des centrales au charbon en ce moment. Parce que ça aussi, les centrales au charbon commencent tranquillement à tourner de plus en plus le dos à cette énergie-là. Et puis, vraiment, c'est pas nécessairement que one-on-one, une centrale de charbon serait moins polluante qu'un projet de gaz, mais c'est vraiment de dire que l'expansion du secteur du GNL est plus préoccupante que celle du charbon. C'est vraiment, on assiste à un boom. Le Canada, c'est le quatrième plus grand exportateur de GNL en ce moment. Et puis, sur la table, à ce jour, aujourd'hui même, il y a 18 terminaux d'exportation de GNL qui sont proposés au Canada. Vous voyez, ça paraît que je suis allé retravailler sur ma présentation en anglais pour le mettre ici, parce que là, il y a comme une erreur. Ici, on voit la traduction française et anglaise qui sont ensemble. Je m'excuse pour ça. Mais en fait, il y a 13 de ces terminaux-là qui sont en Colombie-Britannique et 5 sur la côte Est, dont le projet GNL dont on parle aujourd'hui. Puis en termes de dépenses, pour les terminaux d'importation, les 3 premiers pays, c'est États-Unis, Canada, Russie. Puis comme vous voyez, au niveau des chiffres, États-Unis et Canada là, sont vraiment tout seuls en avant. C'est vraiment l'Amérique du Nord là, qui est la mine d'or du gaz naturel. Puis c'est là vraiment qu'on met énormément d'argent en ce moment pour que cette industrie-là devienne de plus en plus grande. Puis ici, bon, il y a un graphique qui nous aide un petit peu à comprendre de quoi il s'agit. Parce que quelque chose que le promoteur a beaucoup avancé, là, vous, peut-être que ça vous parlera moins, mais je sais que les gens au Saguenay, ils entendaient toujours 5 de gaz de schiste. Le gaz de schiste, il y a eu toute une relation avec ce terme-là et le Québec, en fait, parce qu'il y a eu une grosse saga autour des années 2010, avec des puits de gaz de schiste dans la vallée du Bas-de-Saint-Laurent. Et puis, les citoyens et les citoyennes se sont vraiment opposés à ces projets-là. Fait que ça fait peur, le gaz de schiste. Donc, la stratégie de l'entreprise, c'est de dire, il y aura juste 5 de gaz de schiste. En fait, c'est une technicalité de dire ça parce que dans les faits, c'est juste de la terminologie qui est différente parce que ça serait 85 du gaz de ce projet-là serait issu de la fracturation hydraulique. Puis je vais vous en parler un tout petit peu après, c'est quoi la fracturation hydraulique. Mais en fait, on a appris hier que c'était plus autour de 100%. Donc, vraiment, l'entièreté du gaz est issue de la fracturation hydraulique. Puis bon, sur le graphique à côté, en fait, on montre, qu'est-ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qui est pourpre, qu'est-ce qui est rouge. C'est l'expansion qui est prévue du pourcentage de... Parce que le gaz naturel, ce n'est pas nécessairement de source comme la fracturation hydraulique. Ça peut être de source qui est dite conventionnelle puis qui émet un peu moins de GES. Mais en ce moment, l'industrie, les réserves de gaz naturel qu'on appelle conventionnelles, qui dégagent moins de GES, elles sont pas mal épuisées. Donc, on se tourne vers le non conventionnel, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher plus loin sous terre. Et puis, c'est vraiment l'expansion de l'industrie en ce moment est au niveau de cette forme-là.
Et c'est la fracturation hydraulique. Ici, il y a un petit graphique. Pas un graphique, c'est une illustration. Et puis, en gros, là, le processus, je ne sais pas si j'en ai un autre après, non. Fait que c'est en anglais que j'en ai un autre, mais ici, c'est, bon, le puits de forage. On injecte dans le sol une combinaison d'eau, de sable et de produits chimiques. Et pour être précis, là, c'est plus de 1000 produits chimiques. C'est un cocktail de produits chimiques. En fait, ces informations-là, elles proviennent de l'ACME, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, qui ont vraiment travaillé sur la fracturation hydraulique et qui ont sorti récemment un rapport. Tu sais, en gros, ils ont signé l'alerte au niveau de la santé publique sur la fracturation hydraulique et l'expansion de ce secteur-là au Canada. Et puis, pourquoi ils ont sonné l'alerte? C'est parce que, bon, ben, vous voyez, on injecte ce cocktail-là dans le sol. Ça s'en va dans une couche très profonde du sol. Et ce qui se passe, c'est qu'on crée des mini-tremblements de terre pour extraire de la roche du gaz qui retournerait dans cette conduite-là et qui retourne. Et après, on le met dans des camions, dans des trains et ultimement dans des pipelines. Et puis, les deux grands risques sur la santé, ben, d'abord, il y a les risques de tremblement de terre qui sont augmentés à cause de cette méthode-là. C'est vraiment réel. Aux États-Unis, dans les vallées où il y a beaucoup de gaz qui est fracturé, bien, il y a vraiment une augmentation des tremblements de terre. Et puis, le danger, vraiment, c'est comme vous voyez ici, là, il y a une couche d'eau. En fait, on doit injecter ça plus profond que la nappe phréatique. Mais les puits ne sont pas étanches, c'est sûr. Donc, le cocktail de produits chimiques se propage dans l'eau. Et puis, c'est là qu'il y a eu, par exemple, le célèbre documentaire Gasland. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les images. Dans le fond, il y avait quelqu'un aux États-Unis qui ouvrait son robinet puis ça partait en feu. Puis, dans le fond, l'eau ben, contaminée de milliers de produits toxiques. Donc, c'est sûr que la fracturation hydraulique, là, tout ce qu'il y a autour, ben, les gens doivent être expropriés. Là. Tu peux pas vivre proche de ça parce que ça contamine tous les milieux. Ça devient un peu. Ben, c'est ce qui se passe en Alberta, là, si vous avez déjà vu les sables bitumineux et les images de cette immense vallée, ben, c'est comme rendu un désert de fracturation et de recherche de sables bitumineux. Et puis, ben, là, c'est un autre graphique qui montre un peu que on voit autour de 2020, entre 2020 et 2025, il a prévu comme une petite baisse de la production de gaz. Et puis, en bleu foncé, ça, c'est le projet GNL qui viendrait participer, en fait, à l'accroissement et à l'augmentation de la production de gaz au Canada. Et puis, bon, quelque chose que peut-être que vous l'avez vu passer, peut-être pas. C'est vraiment les résidents de Saguenay qui voient ça. La compagnie, là, elles utilisent les arguments que nous, défenseurs de la Terre, on utilise. Elles disent que le projet il est pour l'environnement. Puis pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils veulent s'inscrire dans une trame narrative actuelle et qui est très populaire, c'est-à-dire qu'on veut aller vers la transition. Mais c'est vraiment un paquet de mensonges et c'est vraiment incroyable comment ils réussissent quand même à passer cette propagande-là un peu partout. Et ça, c'est l'industrie c'est comme au football, on appelle ça un Hail Mary. C'est quand, vers la fin du match, on est au 4e quart et puis on est profond dans sa zone et le corps arrière va faire une longue passe, un peu à l'aveuglette, en espérant que quelqu'un de son équipe va l'attraper. Mais ça ressemble un peu à ce qu'ils sont en train de faire, honnêtement, parce que leur propagande est de dire qu'ils vont changer, à l'étranger, ce gaz-là va venir remplacer les centrales de charbon. Mais c'est un argument qui est vide et qui n'est pas réaliste. Et en ce moment, au BAP, c'est vraiment ce qu'on essaie de décrédibiliser. C'est hors du contrôle de l'entreprise. De garantir que le gaz naturel va venir remplacer du charbon. Ce n'est pas réaliste, en fait. Il n'y a pas de certitude, il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente commerciale. Mais c'est surtout, et c'est le point vraiment important, c'est que la nouvelle littérature scientifique nous
nous précise que les fuites de méthane, là, ça semble compliqué, mais vous allez voir, c'est assez simple, annulent le gain entre le charbon contre le gaz. Donc, le pipeline et lors du moment de l'extraction, à ces deux moments-là, c'est là qu'il va y avoir du gaz qui va fuiter. Parce que le gaz, ça veut toujours monter vers le haut, ça veut toujours sortir. Et puis, même si ton pipeline est fait en super métal, il y a des fuites. Et puis, récemment, c'était difficile d'estimer, étant donné que c'est une industrie très nouvelle, c'était difficile d'estimer c'était quoi le pourcentage de ces fuites-là. Puis, on a remarqué qu'en fait, avant, on utilisait 1%, mais là, ça passe de 1% à 3% et ça fait toute la différence. Parce que ces fuites de gaz-là, mais c'est quoi le gaz naturel? C'est du méthane. Et le méthane, vous l'avez peut-être vu dans vos cours de chimie, c'est 84 fois plus polluant que le CO2 sur un horizon de 20 ans. Fait que c'est un gaz extrêmement polluant. Et puis, c'est ici que récemment, là, il y a un paquet d'études qui sont citées, là, mais l'importante en bas, c'est Jesse Greener et Lucie Sauvé, qui avait, avec 150 scientifiques du Québec, avait fait une lettre ouverte dans le Devoir, que vous avez peut-être vu passer, qui disait le projet GNL Québec doit être rejeté. Et c'était la raison principale, c'est que ce projet-là est une réelle. Oups, es-tu là ma slide? Ah, est une réelle bombe climatique. C'est une bombe climatique parce que au total, de l'extraction à la consommation, et c'est là le petit tour de passe-passe. Vous voyez, moi, je précise de l'extraction à la consommation, c'est-à-dire de l'extraction en Alberta, incluant le transport et la liquéfaction au Québec, et incluant la consommation en Europe, en Asie. Ce projet-là, c'est de 46 à... C'est une fourchette qu'on donne, donc de 46 à 72 millions de tonnes de CO2 par année. Ce qui est l'équivalent de 10 millions d'autos sur les routes de plus, 10 millions d'autos additionnels par année. C'est vraiment un chiffre astronomique. En ce moment, au Québec, il y a entre 6 et 7 millions d'autos qui circulent. Fait qu'imaginez, à chaque année, on en rajoute 10. Fait qu'on passe à 17, 27, 37. C'est des chiffres astronomiques. D'autres figures là, pour comparer, c'est annuler tous les efforts que le Québec a fait dans les 30 dernières années pour réduire ses GES. Donc, tout ce qu'on a fait là, depuis 1990, on met ça à la poubelle si ce projet-là est approuvé. Puis, ben, une autre, en ce moment, au Québec, je n'ai pas le chiffre exact, là, je pense que c'est autour de 86 ou 82 millions de CO2 que le Québec en entier produit. Ben, le projet GNL, comme je disais, c'est de 46 à 72 millions, là, c'est dépendant des fuites. Si c'est 1% à 4%. Et puis, ben, honnêtement, ça fait réellement peur. Mais pourquoi l'entreprise continue à pouvoir dire que leur projet sera, et je vous jure, c'est vraiment les mots qu'ils utilisent, leur projet sera carboneutre, leur projet sera bon pour la planète. Mais c'est tous des tours de passe-passe. C'est d'éviter, entre autres, de comptabiliser l'ensemble des GES. Parce que c'est comme si on se disait, ben, si les GES ne sont pas émis au Québec, ben, on ne les compte pas. Comme s'il y avait une frontière à la couche d'ozone. Ce qui n'est clairement pas le cas. Puis un autre tour de passe-passe qu'on a fait, ben, je vais vous l'expliquer à l'instant. Puis c'est vraiment le gros scoop. C'est au niveau des propriétaires et au niveau de comment ce projet-là est divisé. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à maintenant. C'est clair comme de l'eau de roche. Là, j'ai entendu ma copine dans l'autre pièce qui s'est exclamée vraiment fort. Il s'est passé quelque chose pendant la commission. On va voir à la fin. Puis, ben, c'est ça, vous pouvez toujours suivre. Il y a différentes pages Facebook à suivre là, si vous voulez des informations, surtout celle de la Coalition Fier. Là. Mais eux, à tous les jours, ils sortent des communiqués sur comment la soirée s'est passée parce que c'est ça, on en apprend chaque jour. Mais à voir, il y a un scoop qui est peut-être sorti aujourd'hui, on va voir. Mais tu pourras peut-être nous dire qu'est-ce qui se passe cette semaine justement par rapport à ça, puis qu'est-ce qui se passe ce soir. Peut-être qu'il y en a qui ont manqué le début. Ouais, je pourrais. Ben, Tout de suite ou plus tard, là, comme tu veux. Ouais, ben je pense que je vais vous dire plus tard, ça va être le moment le plus intéressant. J'avais
un petit moment prévu. Puis, ça dit one more. Ah, il y a peut-être quelqu'un dans le chat qui a dit quelque chose. C'est un article sur la position de l'Association québécoise. Merci. Merci de le mettre en lien, Myriam. C'est super. Ben oui, fait que ça, c'est une partie très importante. Puis, tu sais, je pense qu'ici, bon, à Montréal, on le ressent peut-être moins, là, mais là-bas, moi, je suis allé sur place souvent au Saguenay. C'est vraiment comme ça que le projet est vendu, c'est-à-dire que c'est un projet des Québécois pour les Québécois, un projet du Québec pour le Québec, un projet de chez nous, un projet pour la région. Et c'est vraiment comme ça que c'est vendu. Le pipeline, je vous l'ai dit, il est nommé gazoduc. C'est comme ça qu'on appelle ce projet-là. Gazoduc, mais notez avec un Q. Gazoduc, ça s'écrit avec un C là, en français. Mais là, on met un Q à la fin, un Q pour nous rappeler le Québec. Le complexe de liquéfaction, le projet, il s'appelle Énergie Saguenay. Encore une fois, hein, le nom veut tout dire. Les promoteurs du projet, leur nom, c'est GNL Québec. Encore une fois, on sent une compagnie de chez nous. Vraiment, c'est Québec Proud. C'est comme ça que je le qualifierais. Laisse-tu la prochaine? Bon, et voici, en fait, ici, il y a plusieurs personnages sur cette photo. De gauche à droite, c'est Jim Breyer, milliardaire américain. Jim Ilitch, un autre milliardaire américain. Notre premier ministre François Legault. Le ministre de l'Économie Fitzgibbon. Et j'admets que la cinquième personne, je ne reconnais pas, il est un peu de dos. Ça, c'est à Davos, hein, où se tient annuellement un forum sur l'économie, sur les finances. Ces deux personnes-là, Jim Breyer et Jim Ilitch, sont les véritables promoteurs du projet GNL Gazoduc. Ce sont les personnes qui sont derrière ce projet-là. On dit que ce sont ces personnes-là, mais en fait, ce sont leurs fonds d'investissement dont ils sont tous les deux présidents, c'est-à-dire Freestone International, ça c'est Jim Ilitch, et Breyer Capital, là il manque un L, c'est Capital, tous deux basés aux États-Unis. Les deux ont de forts liens avec le Parti républicain, et Jim Breyer est dans le top 1000 des hommes les plus riches du monde. Et puis, en anglais, là, habituellement, je donne une petite présentation, mais en français, je dois l'admettre, il y a une vidéo qui a été faite qui est super. Il dure 1 minute et vaut vraiment la peine d'être écouté. Je vais juste vérifier que... Je pense que je vais arrêter de screen share puis je vais recommencer parce qu'il faut que je partage mon son. Fait que donnez-moi un instant. Share Computer Sound. Alors, c'est ici. On va le recommencer du début. Donc, je vous mets ça en grand écran. Lui, c'est Jim Breyer. Jim est riche. Très riche. Mais ça l'empêche pas d'être généreux. Lui est... Attendez, on va le recommencer. Là, ça a mal... Fait que là, est-ce que vous entendez le son déjà? Ouais. Oui, tout est OK. Ne vous inquiétez pas. Super, merci. Bon, je mets ça. Ça va vite, là, mais vous allez voir, ça dit toutes les informations dont on doit savoir sur M. Jim Breyer. Lui, c'est Jim Breyer. Jim est riche. Très riche. Mais ça l'empêche pas d'être généreux. Lui et sa famille donnent beaucoup d'argent à des politiciens comme ce gars-là. Coal has a future, in my opinion. It is great that we're having a boom in oil and gas. Et ce gars-là. I don't think the science is clear of what percentage is man-made and what percentage is natural. Et ce gars-là. And many of the alarmists on global warming, they got a problem because the science doesn't back them up. Et même ce gars-là. The sky is falling, mass extinction, really? So I don't think we should be alarmist about this. Jim est sur le CA de Blackstone, le moteur de la déforestation en Amazonie et le propriétaire de l'une des plus grosses centrales au charbon des États-Unis. Ça tombe bien pour la conjointe de Jim, Angela. Sa compagnie à elle transporte des millions de tonnes de charbon chaque année. Et pas sur les plus beaux bateaux. La sœur d'Angela, Hélène, est ministre de ce gars-là. Ah, et son mari, c'est lui. Si on vous parle de Jim Breyer, de son argent et de sa famille,
C'est parce qu'il veut construire un gros pipeline chez nous, amener du gaz sale de l'Alberta jusque-là et l'envoyer par bateau dans le fjord du Saguenay. Et qu'il a fait croire à ce gars-là que son projet était bon pour l'environnement et que ça allait remplacer du charbon ailleurs dans le monde. Alors quand GNL Québec et Énergie Saguenay vous disent « Le projet contribuerait à réduire de 28 millions de tonnes les GES émis sur la planète », chaque personne embauchée choisit en fonction de son engagement pour l'environnement. L'usine de liquéfaction va être l'usine la plus verte au monde. En fait, ce qu'il faut entendre, c'est plutôt « We've ended the war on beautiful, clean coal ». Donc voilà, pour vrai, cette vidéo-là résume... il dit tout, drop the mic. Pour vrai, il est super bon. Ah, il y a quelqu'un qui veut être acheté. Je l'accepte de ce pas. Donc, je ne sais pas si la nouvelle personne qui a été ajoutée nous entend. Mais je vais retourner sur mon PowerPoint. En fait, bon, comme vous avez pu, ça allait assez vite, là, mais en gros, les informations à retenir, c'est vraiment Jim Breyer donne massivement là, à travers des organismes de charité aux politiciens du Parti républicain. Et c'est ça, c'est lui il investit personnellement là, à son nom, il investit beaucoup à Silicon Valley, dans Facebook, entre autres. C'était un des premiers actionnaires de Facebook. Il investit plus dans le chat, quelque chose. Non, il n'y a pas de problème. On est rendu à parler, Kellyanne, on est rendu à parler des investisseurs du projet, mais honnêtement, il y a encore beaucoup de choses à discuter. Fait que je pense que tu as manqué des choses intéressantes, mais il y a encore plein de surprises qui vont sortir de ce magnifique projet. Fait que Jim Breyer, c'est ça. Alors, lui, bon, plus personnellement, investit plus dans la technologie, mais c'est vraiment tout autour de lui et à travers, entre autres, sa place sur le conseil d'administration de Blackstone, qui est un grand portefeuille d'investissement, et à travers aussi tout l'univers et tout l'écosystème qui est lié à sa conjointe, en fait. C'est là que ça devient, on se rend compte qu'en fait, quand ce projet-là se vend comme étant vert, bien, clairement, alors pourquoi le principal investisseur, bien, lui, il nage dans le charbon. C'est vraiment ça. Et puis, c'est ça, son beau-frère à Jim, c'est Mitch McConnell, qui est là, je n'ai pas le mot français, mais le chef des... Ça, c'est le chef des républicains au Sénat. Et puis, ils sont très proches. Et Mitch McConnell, si vous ne le connaissez pas, honnêtement, odieux personnage. Vous pouvez aller écouter ses prises de parole, mais c'est assez inquiétant. C'est vraiment quelqu'un qui ne croit pas au changement climatique, entre autres. Et puis vraiment, donc Jim fait partie de toute cette panoplie de gens qui poussent pour que les énergies fossiles soient greenwashées, soient peinturées en vert, pour continuer de pouvoir les exploiter et de continuer de s'enrichir continuellement. C'est vraiment ça qu'il faut retenir de Jim. Là. Et puis là, dans le chat, super, Myriam m'a dit oui, c'est vrai, c'est enregistré. Fait que je vais passer à la prochaine slide. Puis bon, c'est ça. En anglais, j'ai réussi à développer, j'ai eu le temps en anglais de développer comme quelque chose d'un peu plus simple parce que là, c'est comme compliqué. Là. Je trouve ça saute aux yeux, mais ça provient de l'IRIS qui ont fait de superbes recherches sur la structure de GNL Québec. Donc là, je vous demande, ça va falloir être patient un petit peu. Oui? Je m'excuse, oui, je pense qu'on voit encore la projection, on voit encore Trump. Moi, je suis un petit peu tannée de le voir. Non. Et je pense qu'on ne voit pas ta présentation PowerPoint. Ah oui, est-ce que tout le monde, c'est-tu le cas pour tout le monde? Je vais stop screen sharing, je vais recommencer. Et vous voyez encore Trump, pour vous. Oui. Là, est-ce que vous voyez autre chose que Trump? Oui, un genre d'organigramme, là. Super, c'est ça. Là, vous voyez mon organigramme complet. Voilà. OK, super, merci Myriam. On ne voyait pas la même chose. Donc oui, voici
voici l'organigramme compliqué, puis c'est ça, on va être patient, mais on va commencer par en bas. C'est un petit peu contre-intuitif, là. Mais donc, on se rappelle, le projet, là, je l'ai dit, c'est 3 parties. C'est le pipeline, hein, qui part de l'Ontario, qui est rattaché en fait à l'Alberta, mais qui part de l'Ontario, qui sera une usine de liquéfaction. Ça passe à travers juste le rappeler, je ne l'ai pas précisé au début, mais l'Abitibi, la Haute-Mauricie et le Saguenay pour se rendre jusqu'à très proche de Chicoutimi, où il y a une usine de liquéfaction. Boum, on rentre dans la deuxième partie du projet. Une usine de liquéfaction du gaz qui va ensuite le mettre sur des super méthaniers qui vont ensuite transporter ce gaz-là sur les marchés internationaux. Ça, c'est la troisième partie. Mais là, je n'ai pas vraiment fait de distinction parce que c'est ça. En fait, on peut aussi le voir comme 2 parties, comme un pipeline et un complexe qui a une usine de liquéfaction et un port méthanier et les bateaux qui transportent. Parce que c'est comme ça, en fait, que la structure financière de GNL est séparée. Aujourd'hui, c'est le BAP, le Bureau d'audience publique en environnement, sur le projet Énergie Saguenay. Parce que, et préparez-vous, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est le grand tour de passe-passe. C'est la grande pièce de théâtre, l'immense mascarade. C'est qu'ils ont séparé le projet en 2, avec 2 compagnies écrans. Et même si, et ça a été nombreuses fois là, dans les derniers jours, le promoteur a été obligé de le redire et de le redire, même si ces 2 projets-là ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Le pipeline, tout seul, il ne sert à rien. L'usine, tout seul, elle n'a pas de gaz pour l'alimenter, elle ne sert à rien. Mais ils ont réussi à le séparer aux 2. Ils auront réussi à vendre cette sauce-là au ministère de l'Environnement, qui évalue les 2 projets comme étant 2 projets complètement séparés, indépendants de l'un de l'autre. Ça, vraiment, c'est leur tour de passe-passe. Et c'est pour ça qu'en bas, on voit qu'il y a vraiment 2 choses ici, 2 boîtes. Il y a GNL Québec Inc., qui est une compagnie qu'on appelle une compagnie écran, qui a ses bureaux à Saguenay, donc à Chicoutimi. Ils ont des bureaux, ils ont quand même une couple d'employés. Et puis, ces gens-là sont des gens pas mal de la région là, de Saguenay, et puis travaillent à la réalisation de l'usine de liquéfaction qui s'appelle Énergie Saguenay. Donc, premier élément. Le deuxième élément, c'est Gazoduc, qui ont un bureau. Là, ici, c'est écrit cabinet d'avocats, mais c'est tout nouveau. Là, ils ont un bureau à Rouyn-Noranda, en Abitibi, parce que c'est vraiment la région la plus touchée par le pipeline. Et puis, Gazoduc Inc. aussi, là, ont quelques employés justement de la région de l'Abitibi, du monde de la place, pour vraiment faire mieux passer le projet. Mais ces 2 compagnies-là là, sont toutes nouvelles. En fait, en 2014, quand le projet a commencé à être imagé. Et ces 2 compagnies-là font partie de la même entité. C'est une société en commandite. Ça, c'est un truc économique un peu compliqué à comprendre qu'on peut laisser faire. Mais en gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que ces 2 compagnies-là, leur réel siège social, c'est à Montréal, au cabinet d'avocats Lavery, dans la plus haute, l'étage supérieur de la Tour Ville-Marie, qui est le 2e plus haut building de Montréal. Ils sont là sur le top du monde financier de Montréal. C'est là qu'ils sont situés, au bureau d'avocat Lavery. En fait, le seul employé qu'ils ont là-bas, c'est ça, c'est un avocat. Parce que c'est fictif. C'est pas de réelle compagnie. Leur siège social, qu'est-ce qu'ils camouflent? Ben, c'est qu'est-ce qu'on peut voir après. C'est des commanditaires. Et c'est ultimement sur la rangée du haut. On voit les 2 principaux aussi, Freestone International et Breyer Capital que vous avez parlé, basés en Californie et Delaware. Et le reste, c'est ça. Delaware, c'est considéré comme un paradis fiscal pour le gaz naturel. Et vous voyez aussi le Vierge-Britannique et le Caïman. Il y a aussi les Bermudes là-dedans. En fait, tout cet argent-là est dans les paradis fiscaux. La grande majorité. Et ce que ça fait en sorte, c'est pourquoi ils ont rendu ça compliqué comme ça? C'est pour 2 choses. C'est pour, on va le voir à la prochaine slide, c'est pour payer seulement 5 % de taxes. Hein? Comme vous et moi, quand on paye nos impôts, on en paye, ça ressemble plus à 50 % là. Pour une entreprise comme ça devrait ressembler à 40 % s'il y avait une structure financière conventionnelle. Mais là, le taux qu'ils paieraient, c'est seulement 50 %.
Donc, tout l'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pratiquement pas d'argent qui revient au Québec. Et puis, la deuxième raison, c'est ça, c'est pour faciliter l'acceptation du projet parce qu'on les considère comme deux projets différents. Et puis, dans l'évaluation, on considère seulement les impacts de ce projet-là. Et puis, c'est ça qui se passe en ce moment en commission. C'est le gros scandale. C'est que le BAP refuse de considérer les GES de l'ensemble du projet. C'est les 10 millions de voitures que je vous ai nommées tantôt. Mais ils refusent, ils se concentrent juste sur l'usine. Mais ce projet-là n'existe pas sans l'usine. C'est complètement contradictoire. Puis là, on s'amène sur la fin de ma présentation, mais une autre partie très importante de ce projet-là, et je n'ai pas réussi à rajouter la slide, mais c'est l'IRIS, encore une fois, qui sont sortis là-dessus, et d'autres économistes. Il y a eu une lettre là, de 40 économistes qui est sortie l'année passée, en 2019, qui disait ce projet-là, en fait, il ne peut pas vivre, même si j'ai dit qu'il y a un boom gazier, même si j'ai dit que l'industrie est de plus en plus grande, ce projet-là, il ne peut pas vivre, il n'est pas viable sans le financement public. Le chiffre que les chercheurs avancent, ils disent que ça serait, c'est une hypothèse, là, mais c'est le chiffre qu'ils essaient de faire sortir, c'est que si ce projet-là n'est pas financé à 80% par de l'argent public, il ne pourrait pas voir le jour parce que c'est un projet, là, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est un projet de minimum 14 milliards de dollars. C'est un projet, c'est le plus gros projet industriel de l'histoire du Québec. C'est immense, là, et en termes d'argent, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, la dernière partie dont on parle moins, parce qu'on ne veut pas amener trop de confusion, là, mais il y a comme une quatrième composante à ce projet-là. C'est un projet de ligne d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, pour alimenter l'usine, ils doivent faire un nouveau projet qui va d'abord être soumis au BAP aussi, qui alimenterait en fait l'usine de liquéfaction. C'est-à-dire que pour liquéfier le gaz sale, on utilise l'énergie propre du Québec, ce qui permet de leur dire que leur usine va être carboneutre parce que l'hydroélectricité est une énergie propre. Et en fait, on leur fournit à rabais cette énergie-là, qui est l'équivalent de 2/3 de la capacité de la centrale de la Romaine ou la consommation électrique de l'ensemble du Saguenay là, sans les animaleries. Fait que c'est énormément d'énergie. En fait, il y a même, là, je vous dis, là, il y a un chercheur qui a fait une présentation de 130 slides de PowerPoint juste sur l'aspect d'Hydro-Québec. Et lui, il prétend que, en fait, ce projet-là il va augmenter la facture de tout le monde, là, de tous les contribuables d'Hydro-Québec parce qu'il demande tellement d'énergie. Puis les quatre, bon, il y a plusieurs éléments ici, mais moi, c'est vraiment la conclusion là, que je veux qu'on regarde. C'est en conclusion, GNL Québec, ils vont utiliser l'électricité propre du Québec à un taux incroyablement bas parce qu'en fait, on leur fait économiser du gaz, fait qu'on les subventionne indirectement grâce à Hydro-Québec. Fait qu'ils vont utiliser l'électricité propre du Québec afin d'exporter leur énergie sale. C'est vraiment, c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase là, pour plusieurs personnes. Et là, bon, oui, cette slide-là, j'ai vraiment voulu la mettre, même si elle est en anglais, je m'en excuse. J'ai mis le titre en français. Le projet est dans le trouble. Puis pourquoi c'est en anglais, là, juste vous faire la petite histoire courte, cette présentation-là, à la base, elle était faite en français. Mais j'ai énormément travaillé à la faire en anglais pour essayer de mobiliser nos confrères et consoeurs du reste du Canada sur le projet. Et j'ai fait différentes présentations en anglais. Là. Entre autres, j'en ai fait une à Marianopolis et j'en ai fait dans d'autres milieux pour vraiment sensibiliser. Mais c'est surtout le milieu anglophone parce que ça en parle très peu. La seule fois que ce projet-là a été parlé dans les médias anglophones, c'était au moment qu'on peut voir à droite, juste avant la pandémie, juste avant une dizaine de jours avant le confinement. C'est quand Warren Buffett, un autre des hommes les plus riches du monde, qui n'était pas officiellement, là, on ne savait pas officiellement, on ne savait même pas dans ce temps-là que c'était officiellement un investisseur, mais il avait comme promis d'investir autour de 4 milliards dans le projet. Et puis, il s'est retiré pour un paquet de raisons qui sont détaillées à gauche. Les raisons financières, bon, ben juste parce que le GNL, LNG, c'est pas aussi safe qu'on le pensait comme endroit pour investir. Les processus d'évaluation du Québec aussi ont été cités. Le BAP qui a lieu en ce moment est également cité comme c'est compliqué pour les entreprises, fait que ça crée de l'incertitude financière. Il y a également la résistance
autochtones que j'ai très, très, très peu parlé dans la présentation parce que c'est juste parce qu'on pourrait en parler pendant très longtemps. Mais il y a eu tout l'enjeu avec Coastal GasLink, qui est également un pipeline de gaz sur le territoire de la nation Wet'suwet'en. Il y a eu ensuite des blocages de trains un peu partout en solidarité avec le peuple Wet'suwet'en, les traditionalistes qui luttent contre le projet. Et honnêtement, là, la même complexité est également présente au Québec parce que l'entreprise travaille seulement avec les conseils de bande. Et les conseils de bande, pour faire une histoire courte, c'est l'institut colonial que le Canada a imposé sur les différentes nations autochtones. Donc, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les Inuits, c'est pas tous les Anishinabés, c'est pas tous les Atikamekw qui sont, j'ai pas le bon mot, c'est pas qu'ils sont d'accord, mais qui reconnaissent la légitimité du conseil de bande. Donc, même si le conseil de bande, et en ce moment, je tiens à vous dire, il n'y a aucun conseil de bande qui a approuvé le projet, là. Sont encore en phase de consultation. Mais même si les conseils de bande approuvaient le projet, mais ça ne veut pas dire que tous les traditionalistes, toutes les familles, toutes les personnes d'influence dans les communautés accepteraient ce projet-là. Donc ça crée beaucoup d'incertitudes financières, ça leur fait peur. Et finalement, c'est l'acceptabilité sociale parce qu'il y a énormément d'opposition au projet. Donc ça aussi, ça fait peur. Et qu'est-ce que ça a fait? Warren Buffett est sorti. Et là, ça a engendré plein de répercussions. Il y a eu beaucoup de mises à pied, en fait, chez le personnel de GNL et de Gazoduc. Beaucoup d'employés qui ont dû être mis à la porte récemment, en fait, parce qu'ils sont plus capables de... Comment ça fonctionne, là? C'est que GNL et Gazoduc, à chaque mois, une fois par année, en fait, à chaque, on va dire, mois de mars, elles font une round de financement. C'est-à-dire, elles vont voir les investisseurs qui sont un peu partout, bon, dans les paradis fiscaux, à Hong Kong, Jim Breyer, Jimmy Litch, et vont demander de l'argent pour continuer à financer le projet. Et là, c'est ça, plus récemment, ça a été très difficile parce que le projet est dans le trouble. Mais le projet est-il réellement dans le trouble? Est-il vraiment dans le trouble? C'est ça ici que je nous laisse. Les gens derrière ce projet-là, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous rire en pleine face parce que ultimement, dans les derniers mois, on a vu François Legault, il laisse la porte ouverte pour financer le projet. Il dit qu'il ne va pas le financer en entier, mais il laisse la porte ouverte pour le financer quand même. Et que cette industrie du gaz naturel continue, même si on évalue que ça rapporte peu d'argent pour les contribuables, même si on évalue qu'elle est très polluante, mais on continue à financer cette industrie-là. Donc, on se fait un petit peu rire dans la face encore. Alors, même s'il y a du trouble, ça demeure que ce projet-là est encore sur la table, puis tant qu'on ne va pas annoncer officiellement que ce projet-là, c'est fini, bien, ça ne sera pas fini. C'est ça la réalité. Et puis, rapidement, bien là, vu que j'ai passé un peu plus de temps sur certains aspects, je vais passer très, très vite sur la sécurité. En gros, c'est que ces bateaux-là, il n'y a jamais eu d'accident, là, parce que c'est une nouvelle industrie, mais c'est des méga bateaux qui sont explosifs, là. Ce qui s'est passé dans le port de Beyrouth, ce n'est pas du tout la même substance, c'est très difficile à comparer, là. Mais si jamais ce bateau-là entrait en collision et le GNL se verrait être inflammé, ben, ça serait des dommages là, qui sont... En ce moment, c'est ça, c'est ce qui se passait au BAP aujourd'hui, hier après-midi, c'est qu'en cas d'attaque terroriste ou pour peu importe la raison, c'est fou, là, c'est un rayon de 2 km où tout va être enflammé, c'est une réelle bombe. Là. C'est très, très épeurant. Et puis, c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de recommandations sur il ne faut pas que les bateaux soient proches. Il faut qu'il y ait un hélicoptère qui soit... il y a comme l'armée qui surveille ces bateaux-là pour vraiment... Oui, ça fait très, très peur aux experts en sécurité, ce genre de bateau-là, parce que c'est une bombe à retardement si jamais il y aurait un accident, mais ça demeure des risques très faibles. Au niveau de la biodiversité, rapidement aussi, bon, rappelons-nous, le Saguenay, l'unique parc marin du Québec, c'est l'habitat de reproduction des belugas. C'est les belugas étant une baleine qu'on connaît, une belle baleine blanche, emblématique pour le Québec, qui est en voie de disparition.
Mais c'est une baleine aussi qui fait vivre une région. À Tadoussac, on vit de l'industrie touristique. C'est la même chose à L'Anse-Saint-Jean. Il y a plusieurs endroits au Saguenay où on vit réellement de l'industrie touristique et de l'observation de baleines. Et puis, ce projet-là, ben, c'est en fait ce qui est étudié en ce moment par les chercheurs. C'est à savoir, ben, parce que c'est très difficile de comprendre exactement c'est quoi les causes du déclin du beluga. Ils sont multiples. C'est sûr que, ultimement, c'est la présence des humains et les impacts qu'on a sur eux. Mais est-ce que le bruit et le stress relié au bruit ne serait pas l'une des principales causes? C'est ça l'hypothèse, en fait, qui est avancée par les chercheurs depuis de nombreuses années. Et puis, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a un appel à un moratoire sur tous les projets qui augmenteraient le trafic maritime, incluant Genève Québec. Parce les scientifiques veulent que l'économie, le monde économique qui va très vite, après une pause, prenne le temps de comprendre, mais est-ce que l'augmentation du trafic maritime viendrait à causer la disparition du beluga? Il y a encore 4 ans à cette recherche-là, et c'est pour ça qu'il exige un moratoire. On veut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, justement, à la Science du BAP, il y avait Robert Michaud, qui est le directeur du GREM, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, qui est venu prendre la parole à de nombreuses reprises pour rappeler à quel point il fallait être prudent, il fallait faire attention parce que les belugas étaient très fragiles. Au niveau de la biodiversité, ben, c'est sûr que c'est ça le risque numéro 1. Là. Il y a aussi il y a des rorquals communs, il y a toutes sortes de cétacés là, dans le fjord là, qui viennent quand même. Mais également au niveau de la forêt, quand même, c'est un défrichement de 60 mètres de large pour faire le pipeline, de 780 km. Fait que c'est fracturer la forêt boréale en deux quand même, une partie de la forêt boréale en fait. Et puis, bon, il y a des risques d'accidents aussi. Vous avez peut-être vu dans l'actualité récemment, en la dernière année, il y a eu des explosions aux États-Unis là, de conduite de gaz, puis ça fait aussi une immense bombe. Souvent, c'est ça, c'est en forêt, c'est loin des populations, mais vous avez vu le tracé tantôt, ça passe très proche de ville. S'il y a une explosion, ben, on peut vivre. C'est sûr qu'on a en tête aussi au Québec, on a en tête Mégantic. Puis Mégantic, on se dit, ben, c'était des trains. Je ne sais pas si vous vous rappelez la tragédie de Mégantic, là, c'était assez... c'est vraiment un souvenir très sombre, je pense, dans notre histoire. Et puis, c'était des trains, mais c'est pas parce qu'un pipeline n'est pas nécessairement plus sécuritaire qu'un train. Et le pipeline signifie plus de transport en train, en fait. On ne remplace pas le transport d'énergie fossile en train par des pipelines. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est l'industrie augmente sa production, donc il y a plus de trains. Il y a plus de trains qui transportent des matières dangereuses et il y a plus de pipelines qui transportent des matières dangereuses. Donc, c'est pas vrai que faire un pipeline, mais ça nous éviterait un nouveau lac Mégantic, au contraire. C'est ça qui est très inquiétant aussi au niveau des risques. C'est des risques qui sont faibles, mais qui sont réels. Puis on l'a vu, il y a eu des déversements récemment de pétrole encore aux îles Maurice. Ça aussi, c'est des risques qui sont réels et qui font peur. Et là, je veux terminer ma présentation sur, prenons action, bloquons GNL. Je pense que la présentation que je viens de vous faire, des fois, elle peut donner froid dans le dos, des fois, elle peut nous faire perdre espoir parce qu'on se dit, crime, si ce projet-là, il passe, tous les efforts qu'on fait de réduction de GES, tous les projets sur lesquels on travaille, ben, ils sont vains, en fait. Parce que selon le budget carbone, on a 7 ans avant qu'on atteigne la limite de ce budget carbone-là. Il faut arrêter d'exploiter les énergies fossiles. On doit garder les énergies fossiles dans le sol et ce projet-là, c'est tout le contraire. C'est augmenter drastiquement la production et c'est émettre une tonne de GES. Honnêtement, je comprends que ça fait peur, mais en même temps, il y a vraiment moyen de bloquer ce projet-là. Ça, c'est tous les groupes au Saguenay qui se mobilisent contre ces projets-là. Il y a énormément de groupes également en Abitibi. Et il y a des groupes un peu partout au Québec. Et ça, c'était dans le temps, dans le fond, cette présentation-là était conçue pour le printemps dernier, où on demandait l'arrêt complet de 2 choses, là, du projet Genève-Gazoduc. Et quand je dis nous, c'est les étudiants de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social qui ont vraiment aidé à faire cette présentation-là. On demandait l'arrêt du projet Genève-Gazoduc et l'arrêt du projet Coastal GasLink. Également que le gouvernement mette en place un plan d'urgence pour la justice climatique. C'est encore d'actualité, j'en suis convaincu, mais c'est sûr que
En ce moment, c'est vraiment, je pense que les énergies sont orientées sur le projet GNL Québec, Gazoduc, parce qu'on est en ce moment en processus d'évaluation. Et puis, juste regarder le chat parce qu'il y avait... Je suis capable de voir le chat, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire exactement, en fait? Ben, il y a de nombreuses choses. En tant que citoyen, même si on n'est pas affilié à un groupe, mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est participer au BAP. Donc, comme je vous ai expliqué tantôt, le tour de passe-passe, c'est d'avoir divisé le projet en deux. Et c'est que le BAP actuel se concentre seulement sur Énergie Saguenay, sur l'usine de liquéfaction au Saguenay. Néanmoins, ce BAP-là demeure très important parce que s'ils construisent l'usine, ben après construire le pipeline, ça risque d'être plus facile. Puis comment participer au BAP? En fait, je vais arrêter un instant de partager ma présentation et je vais rapidement juste vous partager un lien qui, je pense que ça va être le bon lien. Mais le BAP, c'est complexe pour vrai. C'est pas super facile en tant que citoyen d'y participer, là. J'ai l'impression qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues. Mais grosso modo, en ce moment, c'est ça, qu'est-ce qui se déroule? C'est les périodes de questions. Donc, pendant 5 jours, on peut suivre à distance, on peut regarder les vidéos. C'est des séances de 5 heures là, ou de 4 heures. C'est de 13 heures à 17 heures à tous les jours et de 19 heures à 11 heures, voire minuit des fois. Et puis, c'est des séances où les citoyens peuvent poser des questions aux promoteurs et à des experts de différents ministères du Québec et du Canada. Honnêtement, des experts, là, je mets vraiment des grosses... ça a été plutôt une mascarade là, depuis le début, mais là, hier, il a commencé à avoir des réels experts indépendants, dont Robert Michaud, là, du GREM, dont je vous parlais tantôt, un expert en beluga depuis 35 ans, qui ont pris la parole pour intervenir lorsqu'il y avait des questions. Mais en gros, c'est ça. En ce moment, c'est comme si ce projet-là, nous, on en sait beaucoup, là, les citoyens. On a réussi à monter cette présentation PowerPoint et des sites web, et on a une pétition, etc., etc. Mais ça demeure qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, et là, c'est l'occasion de demander aux promoteurs des réponses, même si eux, ils peuvent nous envoyer toute leur propagande, toute leur sauce, sans arrêt, ce qui est un peu frustrant. Mais ça demeure que c'est ça. En ce moment, c'est une période de questions. Fait que là, il va ressortir de plus en plus dans les médias, là, surtout si vous suivez Alexandre Shields. C'est le journaliste qui est du devoir, là. C'est le journaliste qui est le plus on point, je dirais, qui est vraiment en train de fact-check, de vérifier tous les faits qui sont dits, surtout sur son Twitter. Puis sinon, il fait des articles chaque jour en ce moment. Fait que ça, pour une information en continu sur le BAP, c'est lui la source. Sinon, c'est possible d'assister aux séances, mais c'est relativement pénible. On se croirait dans le procès de Kafka. Et puis, par contre, dans un mois, en fin octobre, là, autour de la semaine du 26 octobre, c'est la deuxième séance du BAP. Et là, c'est vraiment plus simple pour les citoyens de participer. On peut présenter, dans le fond, on dit son opinion sur le projet. C'est là que les citoyens sont plus invités à participer. On peut présenter ce qu'on appelle un mémoire. Un mémoire, c'est notre opinion sur le projet. Ça peut être un poème d'une page, ça peut être une performance artistique qu'on irait faire en salle, et ça peut être aussi une recherche scientifique de 150 pages. C'est ça, c'est son opinion sur le projet. Et puis, sur le lien que je vous ai mis, vous avez, c'est ça, il y a tous les détails, mais en gros, vous avez jusqu'au 22 octobre pour soumettre votre mémoire par écrit, ou si vous voulez aller le présenter en salle, vous avez jusqu'au 8 octobre pour envoyer un avis d'intention d'aller présenter son mémoire. Fait que ça, c'est une autre manière de participer au processus formel. Tu sais, c'est la démocratie au Québec en ce moment, ça ressemble à ça. C'est pas le truc le plus accessible, mais tu sais, c'est formateur quand même, je trouve, d'y participer. Moi, j'invite vraiment tous ceux et celles qui sont intéressés à le faire. J'y participe en ce moment. C'est tout un processus. Mais il y a d'autres choses quand même. C'est ce que je vais vous partager en vous partageant mon écran. Fait que c'est ça qu'on peut faire, évidemment, participer au BAP. N'hésitez pas à vous poser vos questions après sur le contenu du BAP. Il a demandé à ses élus de prendre motion contre le projet. Bon, ça, c'est surtout pour les gens dans la région concernée, là, au Saguenay, en Abitibi, en Haute-Mauricie.
Il y a aussi appuyé tout ce que les groupes locaux et les groupes nationaux sont en train de faire. Déjà, on a une pétition qui a un lien ici. Peux-tu vous la partager? En fait, pour la pétition, là, pour être très honnête, le plus simple, écrivez non GNL sur Google. C'est la première page. C'est une pétition qui a bientôt 85 000 personnes qui ont signé. C'est quand même une pétition assez importante parce qu'on est en train vraiment de montrer qu'il y a une vive opposition à ce projet-là. C'est toujours possible aussi, si vos moyens financiers vous le permettent, de faire un don à la Coalition Fjord qui donne corps et âme. Ça, c'est des citoyens et des citoyennes du Saguenay qui, depuis plus de 3 ans, travaillent à temps plein, en plus de leurs occupations, à essayer de broquer ce projet-là. Et c'est vraiment ceux qui mènent la charge. Il y a aussi, là, en tant qu'école, c'est ça, il faut se renseigner, mais là, on a quand même des étudiantes et des étudiants ici. On peut prendre position en Assemblée générale contre le projet GNL. Là, en temps de pandémie, c'est compliqué, pour vrai, mais ça demeure qu'on est en ce moment, le chiffre magique, c'est 130 000 étudiantes et étudiants, membres de 26, je pense, associations étudiantes, qui ont pris position et qui ont dit non GNL. Ça aussi, c'est un nombre vraiment impressionnant. Dans le fond, c'est 26 associations qui ont pris formellement position contre le projet, qui demandent au projet d'arrêter. Et puis, ça fait un total de 130 000 étudiants qui sont représentés par ces associations-là. Et comme je vous ai dit, c'était au printemps. Et dans le temps, on encourageait les gens à aller faire des manifestations ou des actions contre le projet. On est quand même dans une autre réalité aujourd'hui avec la pandémie. Mais vraiment, c'est sûr que signer la pétition, partager la pétition, en parler avec les gens autour de soi, ça fait une différence parce que ce projet-là, on en parle peu et on devrait en parler beaucoup plus. Et puis, cette pétition-là, la pétition, c'est la première, c'est la porte d'entrée vers l'engagement social. On signe une pétition. Après, on est sur une liste courriel. Et puis, un groupe va vous envoyer un groupe envoie des updates sur le projet général. C'est la porte d'entrée quand même. Je pense que c'est important de le dire. Des fois, on se dit des pétitions, j'en ai signé plein, ça ne change rien. Mais honnêtement, on prévoit déposer cette pétition-là juste avant donc à la mi-octobre. On prévoit déposer cette pétition-là à l'Assemblée nationale. Puis je vais vous dire que 100 000 Québécoises et Québécois qui sont contre le projet, c'est un gros chiffre. C'est ça l'objectif qu'on a, c'est 100 000. Et puis, il y a aussi, c'est ça, à la fin, des fois, je présente une vidéo, mais là, on est de 4 minutes là, de plein de gens qui disent non GNL. Je pourrais le laisser si jamais il n'y a pas de questions, mais là, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des interrogations, vous pouvez communiquer là, à ces adresses-là, mais vous